Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai mon petit pense-bête, parce que c'est sur la liste des noms à chaque fois que c'est difficile pour moi. Bienvenue, un vendredi après-midi. Je vois que vous êtes nombreuses et nombreux, c'est parfait. Et on va évoquer cet après-midi pour le Printemps des Solidarités. Vous avez vu le programme, il est riche, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup d'intervenants que je remercie, et plus particulièrement ceux de cet après-midi. On va être sur la thématique des nouveaux modes de faire. Alors on va voir lesquels. Pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la société, bien sûr, évolue, et elle évolue à la fois, et pour nos services publics, du coup, se réinterroge comment est-ce qu'on fait, à la fois sur la vitalité démocratique et la participation. On va le voir cet après-midi avec Nicolas Riot, vous le verrez. C'est la prochaine conférence. Il vient de sortir un bouquin avec Manon Loisel, dont le titre est assez évocateur, pour en finir avec la démocratie participative. Je suis d'accord, encore que. En tout cas, ce qu'on partage, je pense, avec Nicolas, c'est le fait que le plus important, c'est pas la démocratie participative, c'est la démocratie tout court. Et cette culture-là, on doit la défendre, on doit la défendre partout, tout le temps, et c'est un enjeu de taille de nos jours. Et puis, sur les nouveaux modes de faire, bien entendu que la relation qu'on a avec les habitantes et les habitants, prenez-le au sens large, je travaille, je vis, j'interagis avec les services publics, change aussi. Et pour ma part, je trouve qu'elle s'est beaucoup trop individualisée, beaucoup trop sous l'angle du consommateur. Je le vais assez vite là-dedans. Et donc, on doit réinterroger aussi à la fois comment on rend mieux service, mais aussi comment est-ce qu'on remet en tant qu'acteur les citoyennes et les citoyens, et pas qu'ils aient qu'une relation de consommateur à leur service public. Je le dis ça très très vite. Mais voilà, on en discutera cet après-midi dans les fameuses causeries. Et puis, je tenais à remercier les partenaires qui sont impliqués cet après-midi, mais aussi les autres jours. Le collectif Soif, un chez soi d'abord, la VDL, la plateforme du travail Pair, avec qui on avait déjà eu des bons échanges l'année dernière, Zone Libre, la Case en Plus, Bioforce, Océlia, Alinea bien sûr, et l'Abérasme. Et j'en oublie peut-être, pardon pour celles et ceux que j'ai oubliés, si jamais. Et puis, n'oubliez pas de ne pas partir trop vite en fin d'après-midi, puisque à 17h30, on fait le vernissage de l'exposition Le sens du lien de Camille Pouille sur le métier d'auxiliaire de vie. Et on finira, bien entendu, avec un petit cocktail avant de partir en week-end. Voilà. Une très bonne après-midi à toutes et tous, et on commence par un sujet brûlant avec Nicolas Riot. Peut-être juste préciser sur la liste des partenaires, parce qu'ils sont extrêmement nombreux dans le cadre du Printemps des Solidarités. Donc on est bien sûr tous les partenaires impliqués pour les causeries. Sinon, la liste serait bien plus longue. Et merci à tous, et aussi à tous les équipes de la métropole qui participent à l'organisation de ces causeries. Voilà, donc sans transition, Nicolas Riot, on vous laisse vous présenter et nous bousculer, si c'était la commande. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Ravi d'engager la discussion avec vous sur cette question qui m'a été posée de comment renforcer la capacité d'écoute des institutions. Et je réalisais, en regardant le programme du Printemps des Solidarités, et notamment des causeries de cet après-midi, que j'ai sans doute autant de choses à apprendre de ce que vous avez, des expériences que vous avez menées, que de choses à vous dire. Donc j'essaierai d'être assez court dans mon topo introductif, et puis pour qu'on ait le temps des échanges, du croisement de regards et de témoignages, et peut-être des questions et réactions qu'effectivement notre petit livre, et notamment son titre, ne manqueront sans doute pas de susciter avec cette proposition qu'on fait avec ma collègue Manon Loisel, d'en finir avec la démocratie participative. Je dis ma collègue Manon Loisel parce que ce livre, c'est pas un livre de chercheur, c'est plus un livre de praticien.
Nous, avec Manon, on a une petite structure qui s'appelle Partie prenante et dont le métier est d'accompagner au quotidien les collectivités locales dans l'élaboration de leurs projets de territoire, mais plus globalement dans l'élaboration de leurs différentes politiques publiques, que ça soit autour des enjeux de transition écologique, autour de justice sociale et d'égalité, autour de développement local. Voilà, c'est assez varié dans les sujets qu'on traite et dans les types de territoires dans lesquels on intervient, mais avec toujours en arrière-fond cette question de la gouvernance et cette question un peu du partage des rôles entre les différents acteurs. Et surtout, et c'est vraiment le point de départ de cette réflexion qui nous a amené à écrire ce petit livre, la question démocratique. Laurence l'a dit, on a l'impression que c'est cette question, au moment même où voilà, la participation citoyenne connaît une visibilité sans précédent, notamment suite au grand débat national et à la Convention citoyenne pour le climat, on a l'impression, à l'inverse, que la question démocratique, elle, est un peu évacuée à un moment où elle devient pour nous centrale. Et on voit bien à quel point la démocratie est aujourd'hui un peu maltraitée ou en tout cas fragilisée. Et donc la question qu'on se pose, nous, dans notre pratique professionnelle, mais qu'on s'est aussi posée et que dans le livre et qu'on partage avec vous, c'est, au fond, comment faire pour tenir cette promesse d'égalité démocratique. Cette promesse qui dit que chaque voix compte à part égale. Et on serait tenté de rajouter, même quand cette voix reste silencieuse. C'est là-dessus qu'on conclut le bouquin, et pour nous, c'est un élément clé de la réflexion, c'est de dire comment prendre en compte une voix qu'on n'arrive pas toujours à entendre. Et on voit que c'est extrêmement difficile face à la fois à la hausse de l'abstention, qui, on ne le dit pas assez, est quand même sociologiquement extrêmement située, qui touche avant tout les plus jeunes, les personnes les plus en situation de précarité, les habitants des quartiers populaires. Donc face à cette hausse de l'abstention, mais aussi face à cette hausse des inégalités socio-économiques qui, là aussi, contribue à affaiblir ce débat démocratique et cette promesse d'égalité dans la prise en compte des différentes paroles. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment touché du doigt ces derniers mois dans les différentes missions qu'on a eues sur la politique de la ville. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille sur les quartiers populaires avec le renouvellement des contrats de ville. Et on a bien vu, malgré toute l'énergie et la bonne volonté des équipes, des élus, des acteurs associatifs, cette difficulté à prendre en compte les quartiers populaires, les besoins de leurs habitants, et à y apporter des réponses à la hauteur de leurs besoins. Difficulté, on pourrait dire, à faire entendre leur voix, faire valoir leurs droits. Et donc c'est aussi ce constat-là qui nous a amené à produire ce petit livre. Avec, et c'est mon premier point, j'en aurai que 3, vous inquiétez pas, un premier point de vigilance qu'on adresse à la démocratie participative, qui est de dire dans quelle mesure ces dispositifs de participation risquent parfois d'accentuer les inégalités politiques. Et pourquoi on en arrive à cette conclusion un peu... on pourrait dire contre-intuitive, à la fois, mais ça on est loin d'être les premiers à le dire, parce que l'homogénéité, parce que le profil des personnes qui participent
aux réunions publiques, au budget participatif, aux différentes consultations en ligne, il est souvent assez homogène, des personnes plus diplômées, plus âgées. Et là où ça devient problématique en termes démocratiques, c'est que ça correspond aussi au profil de ceux qui votent. Et donc il y a une superposition entre participation électorale et participation à ces dispositifs, dont les acteurs de la participation citoyenne sont évidemment bien conscients. Ils en ont même construit un acronyme qu'on cite dans le livre qui s'appelle les TLM, pour toujours les mêmes. Et ils sont les premiers à dire, mais nous, on essaye d'aller chercher d'autres profils, sauf que on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Enfin, on a beaucoup de mal, en tout cas, à faire venir les inaudibles. Et du coup, on fait avec ceux qui sont là en se disant c'est toujours ça de prix. En plus, ils sont mobilisés, volontaires, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est attention. On comprend bien la logique et ça peut avoir du sens en termes de relations usagers, etc. Mais en termes démocratiques, en fait, ça conduit à augmenter les inégalités, puisque en donnant une nouvelle fois la parole aux personnes qui s'expriment déjà, on contribue aussi à invisibiliser encore davantage celles et ceux qui ne s'expriment pas. Et donc, notre conviction, et je pense que là-dessus on sera d'accord avec Laurence et j'imagine avec vous, c'est que cette participation citoyenne, pour qu'elle soit démocratique, il faut qu'elle soit redistributive. C'est-à-dire pas uniquement représentative, à l'image de la société dans son ensemble, mais bien redistributive, c'est-à-dire qu'elle nous permette d'entendre la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas dans nos autres dispositifs démocratiques, à commencer par l'élection. Et que c'est ça, voilà, le premier enjeu que je souhaitais partager avec vous, c'est comment on arrive collectivement à redistribuer l'attention des pouvoirs publics en général et des collectivités locales en particulier. Comment réussir à écouter en priorité celles et ceux que, pour l'instant, on n'arrive pas à entendre. Et ça, si on va sur la question un peu des pratiques professionnelles, ce qu'on trouve intéressant en mettant l'accent sur le redistributif, c'est que ça invite, on pourrait dire presque ça oblige les institutions à repérer ces inaudibles. Non pas qu'ils soient inaudibles par nature, personne n'est, du fait de sa personne inaudible. Le caractère inaudible, il vient du côté de l'institution. Quels sont ceux que l'institution n'arrive pas à entendre? Et c'est un peu déjà cette première question réflexe avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est comment en permanence on se repose cette question de, mais en fait, qui sont les personnes qu'on n'arrive pas à entendre et à comprendre dans nos pratiques professionnelles? Pourquoi on n'y arrive pas? Et surtout, en quoi ça pose problème? Et donc ça, c'est aussi d'assumer que ce besoin de participation, en fait, il vient davantage de l'institution que des citoyens. Ça, c'est nombre de chercheurs l'ont montré avant nous, mais on a souvent tendance à l'oublier. Alors pour nous, c'est fondamental, quoi. C'est de dire, en fait, c'est notre besoin à nous réunis ici, de dire, en fait, quels sont les inaudibles qu'on n'arrive pas à comprendre, avec qui il faut aller réussir à engager ce dialogue. Et pour engager ce dialogue, l'autre élément qu'on porte, c'est que avant de tendre le micro, il faut surtout faire l'effort de se mettre à la place de ces personnes, d'adapter leur point de vue sur la situation pour mieux comprendre ce qu'elles vivent. Et en se disant, au fond, c'est ça la démocratie, c'est ce travail permanent de se mettre à la place de l'autre en disant, tiens, telle personne, comment elle voit le sujet qu'on est en train de traiter. Et là aussi, ça peut paraître évident,
Mais en fait, on se rend compte en faisant ça que nos politiques publiques, elles sont toujours construites du point de vue de la collectivité. Et je prends deux exemples par rapport à ça. On le voit même dans leur vocabulaire. En ce moment, on sent, et on ne peut que s'en réjouir, un mouvement pour travailler la question du non-recours. Mais la formulation même de cette notion de non-recours, elle est bien du point de vue de la collectivité. La personne qui ne va pas avoir recours à telle prestation sociale ou à tel service d'accompagnement mis en place par la collectivité, elle ne va pas ni le vivre ni le formuler comme une situation de non-recours. On pourrait faire le même constat sur la notion de décrochage, et notamment de décrochage scolaire. Et là-dessus, j'emprunte les travaux d'un sociologue qui s'appelle Marwan Mohamed, qui dit, en fait, là aussi, le décrochage, c'est vraiment le point de vue de l'institution pour qualifier une situation où, en réalité, l'institution n'est jamais parvenue à accrocher ces jeunes en question. Elle a toujours été en décalage. Donc, oui, il y a un moment où ça se voit, et la personne finit par quitter l'écosystème scolaire. Mais en réalité, cette situation, elle était présente et vue de manière assez différente quand on est du point de vue de la personne concernée. Et cet effort, cet enjeu redistributif qui consiste, 1, à identifier nos inaudibles, 2, à tenter de se mettre à leur place, pour nous, il touche autant les élus, parce que c'est leur fonction première que d'être les représentants de la population dans son ensemble, pour s'en faire le relais dans la fabrique de l'action publique, mais il touche aussi les services et les agents publics, et il est loin de se limiter uniquement au social ou à l'action sociale. Au contraire, il touche toutes les politiques publiques, et je trouve que là-dessus, c'est l'intérêt d'une institution comme la vôtre, situation assez unique en France, qui permet justement, dans une même collectivité, de réunir les compétences sociales et les compétences urbaines, enfin en tout cas héritées de la communauté urbaine, que ça soit les mobilités, l'habitat, les enjeux de transition écologique, autant sur le volet atténuation que sur le volet adaptation, pour voir comment, justement, sur toutes ces politiques-là, on arrive à travailler cet effort redistributif. Comment on pense une politique mobilité du point de vue d'une personne en situation de précarité. Comment on pense la stratégie d'adaptation du point de vue des habitants des quartiers populaires, etc. Et c'est là où, pour nous, il y a aussi un vrai... que la fonction des travailleurs sociaux, elle va bien au-delà de l'accompagnement social des personnes, mais elle est aussi du côté de l'accompagnement des autres agents de la collectivité pour réussir à mieux prendre en compte ce point de vue qui leur est souvent éloigné, ne serait-ce que par distance sociologique. Pareil, ce qu'on réalisait en écrivant le livre, c'est qu'on parle beaucoup du déficit de représentativité des élus. On pourrait faire le même constat sur le déficit de représentativité du côté de l'administration et des conséquences en cascade que ça peut produire. Donc ça, c'était sur l'effort redistributif. Il y a un deuxième point qui nous amène à formuler la question sur ce mode-là, de faire le constat que finalement on a tendance à prendre la crise démocratique dans le mauvais sens, dans notre façon de résoudre le problème, en se focalisant, en tout cas c'est l'approche de la démocratie participative, en se focalisant plutôt sur l'expression des citoyens, de dire si notre démocratie est en crise, c'est parce qu'en fait les citoyens n'ont pas suffisamment d'espace d'expression et que c'est ça qu'il faut développer. Là où nous on se dit que
certes, c'est un levier important, mais il sera structurellement insuffisant si, en parallèle, on ne travaille pas la capacité d'écoute des institutions, en faisant le constat que, pour l'instant, une des sources de la crise démocratique, c'est moins le manque d'expression des citoyens qui trouvent plein de façons de le faire, par des manifestations, toute forme de mobilisation collective plus ou moins formalisée, mais par une forme de surdité des institutions, surdité qui, on le sait, est sélective, parce que on va être, pour tout un tas de facteurs, plus à l'écoute de certains profils, certains points de vue que d'autres. Et ce constat, c'est vraiment, nous, en regardant, enfin, c'est un peu ce qu'on a appris de MeToo et du mouvement féministe autour de MeToo, de se dire, certes, on a besoin de la libération de la parole, mais ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que cette libération de la parole, elle ne s'est pas faite dans un cadre institutionnel. C'est pas le Grenelle contre les violences faites aux femmes qui a suscité MeToo. La parole est sortie au moment où elle avait besoin de sortir, par plein d'autres mobilisations qui se font à l'extérieur des institutions et qu'il faut aussi réussir à soutenir. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, l'enjeu, c'est pas la enfin, c'est loin de se limiter à la libération de la parole des femmes ou d'autres personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. La question est, quelle est la capacité de nos institutions collectives à prendre en compte cette parole et à y apporter des réponses. Et c'est là qu'on voit que pour l'instant, ça continue à bloquer. Ça bloque avec l'institution policière au moment du dépôt de plainte. Ça bloque au niveau de l'institution judiciaire au moment de l'instruction des dossiers qui consistent à classer la plupart des plaintes sans suite. Et donc, c'est bien aussi le fonctionnement même de ces institutions qu'il faut réussir à transformer. Et si on ne transforme pas ce fonctionnement en même temps qu'on crée ces espaces d'expression, en fait, on ne fait que renforcer la colère et la défiance face au sentiment de ne pas avoir été entendu. Voilà pour un peu le panorama d'ensemble. Encore, qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratique? C'est une deuxième réflexe de garder en tête que il n'y a pas besoin de faire parler les citoyens pour les prendre en compte, et qu'en fait il faut plutôt tendre l'oreille que tendre le micro sur ce qu'ils ont à dire, y compris quand c'est des voix qu'on entend moins, non pas parce qu'elles sont absentes, mais parce que nous n'arrivons pas, nous, à les entendre. Et ça, c'est notamment un travail qu'on avait justement initié avec la métropole de Lyon il y a quelques années maintenant, où on avait commencé à travailler avec la direction de la prospective sur la prise en compte des sentiments d'injustice, de comment justement on se rend plus attentif à tous les sentiments d'injustice qui sont exprimés par les différents usagers et citoyens de l'action publique locale, en se rendant compte que jusqu'ici, il y avait un peu deux réflexes par rapport au sentiment d'injustice, soit la sourde oreille, de dire on n'a rien entendu, soit la pédagogie, de dire mais non, on va vous expliquer par A plus B en quoi ce qu'on fait est le plus juste possible et pourquoi on ne pourrait pas faire plus juste. Mais qui sont, dans les deux cas, une façon de refuser ce qui a été exprimé, là où on pense au contraire qu'en fait l'enjeu c'est comment on arrive à accueillir ces sentiments d'injustice avant même de se poser la question de est-ce qu'ils sont légitimes ou pas. À partir du moment où ils s'expriment, ils existent et il faut les prendre en compte, et comment on arrive à
s'en saisir, en faire quelque chose et les faire remonter pour qu'ils alimentent la construction de politiques publiques plus justes dans sa conception et dans sa mise en œuvre. C'est quelque chose qu'on avait testé à l'époque sur la question des déchets, parce que la direction déchets était en train d'élaborer son schéma stratégique, et on sait à quel point ce secteur de la propreté urbaine suscite un certain nombre de sentiments d'injustice, et qui était de se dire comment on fait à la fois pour capter ces sentiments d'injustice et puis pour les faire remonter au sein de l'organigramme pour améliorer leur prise en compte, ce qui amène à la fois à regarder différemment le rôle des agents de terrain et à leur donner aussi plus de place et d'attention, et puis qui amène aussi à changer un peu la façon dont on a de concevoir une stratégie d'action publique. Et quand on avait fait ça, on s'était rendu compte, et pareil, là ça m'intéresserait d'avoir votre retour là-dessus, mais moi ce qui m'avait marqué, c'était le soulagement qui avait été exprimé par ces agents de terrain en question, en disant mais en fait, nous les sentiments d'injustice, on y est confrontés en permanence, de la même manière que j'imagine dans les MDM, c'est une réalité quotidienne. Sauf que pour l'instant, la mission qui est confiée, c'est tenez bon et défendez l'institution, et qui a un enjeu, mais qui est avant tout un enjeu managérial, à voir comment on peut accompagner le recueil et la consolidation de ces sentiments d'injustice. Et dans le livre, on s'appuie notamment sur l'expérience du défenseur des droits, par sa capacité à la fois à faire ce travail d'écoute avec tout le réseau de médiateurs bénévoles pour tout citoyen qui s'estimerait victime d'une injustice dans son rapport à l'administration, et qui est à la fois une écoute inconditionnelle, un travail de médiation quand effectivement l'analyse montre qu'il y a eu manquement du côté de l'administration, pour pas laisser le citoyen, souvent en situation de précarité, seul face à l'institution. Et puis ce qui nous intéresse avec le défenseur des droits, c'est la capacité à transformer cette somme de médiation individuelle en interpellation plus collective sur la fabrique des politiques publiques elles-mêmes, Et c'est pas un hasard si c'est aujourd'hui le défenseur des droits qui est l'institution nationale qui a été le plus loin sur la question de fracture numérique et tous les phénomènes d'exclusion que ça pouvait provoquer, sur la question des discriminations, qui est un bel exemple aussi de tabou sur lequel les institutions, notamment nationales, préfèrent faire la sourde oreille, ou sur la question des violences policières. Et donc, il y a sans doute du côté des pratiques des choses à regarder du côté du défenseur des droits. Et puis, autre inspiration, mais là, j'imagine que ça ne vous apprendra rien, et que c'est sans doute aussi déjà des choses que vous expérimentez vous, mais c'est comment, sur cet effort d'inversion de point de vue, tous les enseignements des expériences menées de longue date par des acteurs de type ATD Quart Monde ou d'autres acteurs de l'éducation populaire, en montrant comment on arrive à se mettre à la place de personnes en situation face à des mécanismes de domination. Là où, et c'est aussi un peu une des critiques qu'on a, par exemple sur le format convention citoyenne, qui vient plutôt inviter les citoyens à adopter le point de vue de l'institution, et c'est pour ça qu'on va leur faire un certain nombre de formations pour qu'ils se formulent bien les enjeux comme on se les formule nous, au lieu de faire l'effort de se mettre à la place de
ces acteurs-là, et notamment ceux qu'on entend le moins, de dire qu'est-ce que ça veut dire les politiques de transition écologique quand on les regarde du point de vue de ces différentes personnes en situation de précarité. Et nous, là-dessus, ce qu'on retient de l'expérience d'Atelier Quart-Monde, c'est en fait, on met beaucoup, et j'imagine que vous le reprenez aussi, l'accent sur cette question du pouvoir d'agir des personnes, de l'empowerment, et de dire en fait pour que l'empowerment ait lieu, il faut aussi une forme de disempowerment pour que l'empowerment des acteurs démunis ait lieu. Il faut aussi une disempowerment des acteurs établis, et de dire justement qui pose le cadre, qui pose, qui détermine le point de vue, et comment on encourage les acteurs publics à se décentrer de leur point de vue institutionnel pour se remettre à hauteur d'habitants, et notamment à hauteur d'inaudibles. Dernier point, et j'en terminerai là-dessus. Vous l'avez vu, nous, on est assez marqué aussi dans cette réflexion sur comment renforcer la capacité d'écoute, sur la place des témoignages dans la fabrication dans la fabrique de l'action publique, des témoignages individuels, en disant on a plutôt tendance à faire des auditions d'experts, là où en fait on l'a vu avec la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église, ou avec la SIAZ sur l'inceste, à quel point les témoignages pouvaient aussi avoir une force de transformation. Et en même temps, avec cette idée que l'écoute oblige, et que faire parler n'engage à rien, écouter oblige à prendre en compte. Et on nous a pas mal questionné dans la version intermédiaire du livre de dire votre formule écoute oblige, ça veut rien dire. Enfin, en tout cas, c'est théorique. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ça oblige davantage que n'importe quel espace d'expression, et que ça oblige notamment à sortir du biais de confirmation dans lequel on est tous un peu enfermés, qui nous consiste souvent à faire qu'on ne retient et on n'écoute que ce qu'on était prêt à entendre avant de donner la parole. Et pour nous, c'est ça qui... la façon de rendre l'écoute opposable, c'est de faire exister des contre-pouvoirs comme autant de contrepoints au point de vue de l'institution. Et que ça, ce travail de faire exister les contre-pouvoirs, j'allais dire, il excède le champ d'intervention de la collectivité. Parce que c'est pas la métropole qui va pouvoir elle-même initier son propre contre-pouvoir. Sinon, à chaque fois qu'il y aura des accords, à partir du moment où on peut appuyer sur on, on peut aussi appuyer sur off sur le contre-pouvoir. Et donc c'est là où il y a un enjeu aussi d'une forme d'organisation collective des personnes concernées, qui est un peu la fonction originelle de l'éducation populaire, mais dont on voit à quel point elle est aujourd'hui fragilisée. Et donc c'est comment renforcer ces acteurs-là, en acceptant de ne pas vouloir trop vite en reprendre la maîtrise. Comment garantir une forme de lâcher-prise face à ces organisations collectives, pour derrière susciter des espaces de négociation avec la collectivité, en assumant qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Et donc voilà, il y a eu plusieurs tentatives autour de ça sur comment constituer un peu des syndicats des précaires, qui ont toutes eu du mal à aboutir complètement, mais pour autant ce combat, à notre sens, mérite d'être poursuivi et regardé à la fois donc avec attention, mais avec lâcher prise du côté des collectivités locales.
voilà pour mon intervention, et bien impatient de recueillir un peu vos réactions et témoignages pour voir comment vous réagissez à ça. Alors, le propos est loin d'être clos, mais on poursuit avec peut-être vos réactions, à la fois des éléments à partager, peut-être des questions d'explicitation s'il y a besoin. Mais voilà, il y a une assemblée très diversifiée, donc on imagine peut-être aussi plein d'expériences où peut-être vous avez pu vous laisser emmener dans des chemins inattendus. Donc peut-être dans quel espace ça s'est fait, dans quel cadre, voilà, où ça vous a emmené. Enfin, voilà, est-ce que vous avez voilà, des retours d'expérience qui peuvent être parfois aventureux, hein, donc c'est pas toujours des succès qu'on a à partager, c'est aussi des surprises, mais voilà. Vous pouvez juste lever un petit peu la main si vous voulez que je fasse circuler au fond, le... Monsieur au fond. Si vous pouvez aussi vous présenter, parce que du coup, je situe mieux d'où vous parlez. Merci pour tout ça. Je suis Adrien Michon, je travaille avec la direction de la prospective, mais j'ai la chance d'être à la comptabilité. Donc du coup, j'ai une sorte de regard impartial sur tout ça. Juste, c'est sur ce que vous avez raconté sur le fait de... quand on pose la question du point de vue de la collectivité, vous faisiez l'exemple avec le décrochage, etc. Je me pose la question sur le terme lui-même de participation citoyenne. On dit oui, c'est toujours les mêmes qui participent, oui, c'est toujours les mêmes, parce que c'est ceux qui votent, parce que c'est ceux qui viennent en réunion publique. Est-ce que finalement, c'est pas... là encore tomber dans le même piège de se dire que c'est la participation citoyenne vue par la collectivité que de considérer que ceux qui votent, que ceux qui viennent aux réunions publiques, et que un graffiti sur un arrêt de bus, c'est pas une forme de participation citoyenne, etc., etc. Comment vous repositionnez ça, la participation citoyenne dans je sais pas, une vision plus sociétale? S'il y a d'autres questions, on peut prendre d'autres questions, puis comme ça, je fais une réponse. Bonjour, Blandine Collin. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un constat qui est assez difficile. C'est quoi les solutions? Ou les pistes. Hein. Il y avait peut-être une question. Oui, bonjour. Moi, je suis Lisa Gauthier, je travaille à la participation citoyenne, donc avec Adrien et Boussif qui est à côté de moi. Je rejoins Adrien sur la question de ceux qui participent. Et est-ce que c'est toujours les mêmes, les TLM, etc. Mais dans votre livre, vous les présentez comme étant un peu... Enfin, le fait que nous, on dise on a une parole citoyenne, ça gommerait leur diversité de point de vue. Et d'ailleurs, on essaierait de faire en sorte qu'il y ait un espèce de consensus dans leur point de vue. Bon, ça, pour moi, ça pose question. Mais je me disais, et les inaudibles aussi, ils sont divers. Donc c'est difficile de dire il faut aller chercher cette parole de gens qui ne s'expriment pas, mais ils sont aussi divers que ceux qui finalement viennent, qui sont pas forcément toujours les mêmes. Enfin, en tout cas, il y a une grande diversité dans les TLM aussi, qui me semblait importante. Et sur les solutions que vous esquissez, je rejoins Adrien sur le graphe ou sur les autres formes de participation, toutes les formes en fait, celles qu'on connaît un peu et celles qu'on connaît moins, et sur cette capacité d'écoute ou de voir ou de percevoir d'autres formes. Et je trouve que l'idée d'auditionner, j'allais dire des habitants avec leur situation, de les écouter avec leur situation particulière sous un format de témoignage, ça me paraissait important. Et puis évidemment de pouvoir faire le lien avec les corps intermédiaires qui sont un peu malmenés, même si bien sûr on travaille, et notamment dans le social, je le sais, on travaille énormément avec eux, avec les associations et autres partenaires. Donc pas vraiment de questions, mais enfin voilà, si, sur l'aspect divers. Alors je ne vais pas prendre dans l'ordre, mais c'est pas pour traverser. Ça revient
Bonjour Fabienne Delahaye, je travaille pour le 107. Moi j'avais plus une question, c'est qui vous rejoint un peu sur comment on fait pour ne pas être que dans des histoires particulières de certaines personnes et comment on peut généraliser ça. Comment on écoute bien les personnes vraiment dans ce qu'elles ont à nous dire, des fois de très intime, et en même temps comment on généralise ça pour après en faire une politique publique, quoi. Est-ce que je fais une première série de... J'ai vu qu'il y avait plein d'autres mains qui se levaient, mais c'est justement parce qu'il y en a plusieurs que je commence à être inquiet sur ma capacité à tout retenir. Différents points, merci pour vos questions et réactions. Sur la première d'Adrien, puis reprise par Lisa, sur le... Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la participation citoyenne? On est complètement en phase. Et c'est justement nous le point de vigilance aussi qu'on fait autour de cette notion de démocratie participative, derrière laquelle on met essentiellement les dispositifs institutionnels mis en place à l'initiative des institutions publiques pour faire parler les citoyens, en disant attention à ne pas réduire la participation à ça. Parce que ce travers, il est quand même présent de comment, en construisant des espaces d'expression qu'on labellise comme légitimes, on contribue aussi à délégitimer d'autres modalités d'expression. Je prends juste l'exemple plus éclatant de ce phénomène-là, c'est le grand débat national mis en place par Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Et comment, en fait, en ouvrant les gymnases et les salles municipales pour dire regardez, les pouvoirs publics sont à l'écoute des citoyens, on s'en sert aussi et presque surtout pour délégitimer les mobilisations qui avaient lieu en même temps de manière beaucoup plus alors spontanée, je ne sais pas, mais en tout cas distante des institutions sur les ronds-points, quoi. Et ce qui a été démontré scientifiquement derrière, c'est que en fait, en passant d'un format à un autre qui permet de délégitimer le mouvement des Gilets jaunes, on passe aussi d'un public à un autre, puisque les personnes qui ont participé au grand débat n'ont pas du tout le même profil que, évidemment, les personnes qui étaient sur les ronds-points, quoi. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance sur... voilà, attention à ce que cette notion a priori positive de démocratie participative ne vienne pas effectivement nous amener à avoir une vision extrêmement restrictive de ce qui relève de la participation citoyenne, et comment, à l'inverse, on reconnaît et on prend au sérieux d'autres formes de participation plus ou moins légitimes. Mais vous prenez l'exemple du graffiti. Nous, c'est aussi quelque chose qui nous a très fortement marqué au moment des émeutes urbaines de juin 2023 suite à la mort de Naël. Avec comme paradoxe le fait que ces émeutes ont eu lieu au moment où l'État lançait la concertation officielle sur le renouvellement des contrats de ville, et en disant en fait l'espace de concertation et d'expression citoyenne, il est dans cette concertation officielle, et ces émeutes n'ont aucun message politique, ce sont juste des jeunes en déshérence qui viennent piller des magasins et casser du flic, quoi. Et donc là aussi il y a un travail de comment on prend en compte ces expressions plus ou moins légitimes, mais comment on les prend malgré tout au sérieux, en assumant aussi
la diversité des inaudibles en disant en fait c'est pas uniquement prendre en compte le point de vue des émeutiers, c'est aussi prendre en compte le point de vue de leurs parents ou des mères dont on a beaucoup parlé mais à qui on a rarement donné la parole. C'est prendre en compte le point de vue des autres habitants de ces quartiers-là sur les émeutes, mais aussi sur la question des discriminations et des violences policières qui en étaient à l'origine. Et ça, clairement, c'est un travail qui a peu été mené, quoi. Et pareil toujours si en vrai sur cet exemple des quartiers populaires, mais c'est vrai ailleurs, on cite dans le livre un travail de recherche de Julien Talpin qui a conduit un livre qui s'appelle Bâillonner les quartiers, comment l'État réprime la mobilisation en quartier populaire, pour montrer comment, que ce soit sur la liberté d'association, sur le droit de manifester ou sur d'autres formes de mobilisation plus collective, il y avait une forme de répression plus ou moins visible qui permet ensuite de dire mais non, mais le problème c'est que les quartiers sont un désert politique où il n'y a aucune forme d'action collective pour relayer des revendications, et qu'en fait ce désert politique il est aussi en partie organisé ou coproduit par les pouvoirs publics. Sur ce que vous dites sur les inaudibles, c'est très juste. Alors c'est difficile en 20 minutes de ne pas retomber dans les généralités, mais justement en disant l'enjeu est moins de constituer un groupe qu'on appellerait les inaudibles, mais que se dire sur chaque question, sur chacune de nos pratiques professionnelles, comment on fait l'effort chacun de se poser la question de, pour ce sujet-là, qui sont mes inaudibles que j'ai besoin d'entendre, et que en fait ce travail un peu de ciblage, là aussi il est alors je sais pas s'il est tabou, mais en tout cas il est souvent peu travaillé par les dispositifs de participation, parce qu'on se dit soit on se dit il faut toucher le plus grand nombre, parce que en fait le nombre de participants reste un critère d'évaluation de ces dispositifs assez central, et c'est compliqué de les faire venir puisque ça répond aux besoins de l'institution et pas aux besoins des citoyens, mais aussi parce que il y a une difficulté de légitimité, quoi, de se dire mais en fait quelle est notre légitimité pour dire on doit entendre un tel plutôt qu'un tel. Et donc la façon qu'on a de s'en sortir, c'est la quête de représentativité. Les conventions citoyennes étant, avec le tirage au sort, un moyen d'aller dans cette logique. Mais c'est là où nous on dit en fait c'est pas la même chose de chercher la représentativité et de chercher la redistribution. Et en fait, la représentativité, elle a du sens quand on regarde ces dispositifs de participation séparés du reste du fonctionnement démocratique. Si maintenant on les met en lien avec l'abstention, par exemple, qui est quand même un élément clé de la crise démocratique, et ben en fait, on se rend mieux compte de l'enjeu redistributif. Et donc là, il y a voilà, pour nous cette question l'enjeu, c'est qu'elle devienne un réflexe, parce que ce travail de dire qui sont nos inaudibles, en fait, il est à la fois clé, rarement fait, et pas si facile que ça à faire, quoi. Qui sont les inaudibles quand on élabore une zone à faible émission, qui sont les inaudibles quand on met en place le revenu de solidarité jeune, et en fait, voilà, cette question, à notre sens, on se la pose trop rarement, et peut-être même que parfois, on va se rendre compte que, en fait, les inaudibles, avant même d'être un profil de bénéficiaire, ça va être tel ou tel profil d'agent de terrain, dont on se rend compte que on a bien du mal à comprendre eux quel regard ils portent sur le truc. Donc, il y aura plein de réponses différentes à cette question. Chacun mettra des visages différents vers cette notion des inaudibles.
Il y avait une question sur c'est quoi les solutions. Nous, on prétend pas avoir de solution miracle et on croit pas dans le grand soir démocratique. Et donc c'est pour ça que la contribution qu'on fait dans le livre, elle est à la fois de essayer de partager un certain nombre de réflexes professionnels, comme je viens de le faire, et d'essayer de partager aussi un certain nombre d'inspirations, d'espaces où aller voir. C'est pour ça qu'on fait le parallèle avec MeToo, parce qu'on pense qu'on a encore énormément de choses à apprendre de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas aussi d'ailleurs avec MeToo sur la fabrique de l'action publique, et on pourrait dire la même chose sur l'inceste de manière encore plus renforcée. C'est pour ça qu'on fait le parallèle avec la justice, qui nous semble être une institution où justement ce travail d'écoute a été peut-être davantage formalisé et travaillé. C'est pour ça je reviens sur l'exemple du témoignage qu'on développe un peu dans le livre, en parallèle avec les témoignages dans un procès, et en disant en fait là aussi, parce que pour nous ça illustrait notre propos sur l'écoute oblige, de dire en fait faire venir témoigner quelqu'un à la barre, c'est s'obliger à prendre en compte ce qu'il va y raconter. Et ce parallèle avec le procès, ça permet d'ailleurs de mieux cerner que faut-il attendre de ces témoignages. On ne demande pas à un témoin qui vient à la barre, alors vous pensez qu'il est coupable ou il n'est pas coupable? Et alors vous lui mettrez combien, vous? Plutôt 10 ans, plutôt 15 ans ou plutôt perpète? Non, on lui dit, en fait, racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Et en fait, c'est ces témoignages vécus qui nous semblent insuffisamment présents dans la fabrique de l'action publique, et on se rend compte qu'en fait, ces témoignages vécus individuels, ils témoignent, enfin, ils ont parfois une force d'éclaircissement bien plus forte que ne peut l'avoir un diagnostic statistique qui va justement chercher à monter en généralité, mais donc perdre aussi un certain nombre de nuances, de subtilités, perdre aussi une dimension plus subjective qui nous semble essentiel dans ce travail sur la capacité d'écoute. C'était d'ailleurs un élément qu'on avait beaucoup travaillé au moment de cette recherche sur la prise en compte des sentiments d'injustice, comment on arrive à mieux intégrer la subjectivité des individus pour une action publique obsédée par l'objectivation, quoi. Et en se disant, en fait, la subjectivité, elle est aussi importante, et une petite parenthèse, ça nous semble aussi être un des rôles des élus. On s'était dit à l'époque, les services sont là pour objectiver, les élus sont là pour subjectiver le problème, et c'est bien en croisant une approche objective et une approche subjective qu'on arrivera à mieux prendre en compte ce qui remonte du terrain. Et puis dernier point sur comment généraliser. Là-dessus, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, l'analogie avec le procès, de dire ce qui permet de généraliser, c'est qu'on ne va pas appeler un seul témoin à la barre, mais on va en appeler plusieurs, et c'est la confrontation des témoignages qui va permettre de se faire une idée plus complète de la situation, en disant, mais tiens, ah oui, effectivement, je n'avais pas vu les choses comme ça. Ah, mais si on change de point de vue, on voit encore les choses différemment. Et donc c'est cette confrontation des témoignages qui nous semble intéressante à organiser, qui pose la question de, là aussi, qui sont les témoins qu'on a besoin de faire venir à la barre, quoi. Et qui nous oblige à se poser cette question-là. Qui sont les témoins de l'action publique de la métropole? Qui sont les témoins de son action sociale? Et rien que cette question, elle nous semble assez porteuse. Et puis la deuxième analogie sur comment généraliser,
c'est le travail que j'évoquais du défenseur des droits, de comment, en fait, à partir de toutes les plaintes qui remontent, on se dit bah, tiens, c'est bizarre, on en a quand même beaucoup des questions sur la façon dont la dématérialisation des services publics se transforme en levier d'exclusion. Ah bah tiens, c'est bizarre quand même ce truc des violences policières là, ça revient quand même assez souvent. Et donc voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir une prise en compte plus systématique et peut-être un peu plus formalisée des sentiments d'injustice que de pas uniquement les traiter au coup par coup en s'appuyant sur le savoir-faire de tel ou tel agent de terrain, mais de pouvoir aussi se dire en fait là on a atteint un seuil où ça devient un problème plus structurel et plus systémique qu'il faut prendre en tant que tel plutôt que d'en faire reposer la charge sur les professionnels de terrain qui se les reprennent en permanence, quoi. Il y a une question qui était restée en suspens, peut-être plus une réaction à chaud sur la question des solutions. J'ai vu qu'il y avait de la... Alors si j'ai droit à la réaction à chaud, je pense que pour ma part qui vient d'un point de vue militant de la question des groupes qui ne sont pas très institutionnalisés justement, je trouve que pour la métropole, il y a deux enjeux. Il y a un, quels sont les éléments, quand on fait malgré tout un peu de participation citoyenne, qu'est-ce qu'on fait au mieux de ça, et donc la multiplication pour moi des modalités, elle est importante. On a y compris fait du porte-à-porte pour aller diversifier ça. Il est bien évident que si on fait une convention citoyenne, c'est pas pour travailler le RSJ. Le RSJ, on l'a travaillé avec les professionnels de terrain justement, mais aussi ceux des associations et aussi avec des jeunes qui pourraient potentiellement être bénéficiaires, avec toutes les précautions d'usage pour ça. Mais donc ça veut dire qu'il y a plein de formes différentes qui peuvent peut-être un tout petit peu se permettre qu'on fasse attention à qui on atteint et pourquoi. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est quelle est la part que la métropole met au pot de la sauvegarde de la démocratie dans son ensemble et de sa vitalité. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas des modalités qu'on dit telle place, on va mettre au pot tel ou tel débat. C'est déjà d'être clair sur les règles du jeu, je l'ai redit plein de fois. C'est d'ouvrir les choses le plus largement possible, et donc c'est d'avoir des obligations de moyens, pas forcément de résultats. C'est pour ça que le Conseil de développement est maintenant ouvert. C'est pour ça que moi je parle de choses qui sont pas seulement les associations, le 1901, mais aussi les collectifs. C'est pour ça que assumer parfois certaines zones grises, comme je l'ai dit à quelques reprises, même si ça fait trembler tous les managers de l'institution, sont importants parce que c'est là qu'on trouve l'innovation. C'est là qu'on trouve les éléments qui frottent. C'est là qu'on aura le mieux du MeToo, si on prend cet exemple. J'étais présente, moi, dans les Nuits debout, y compris en assumant que j'étais élue déjà à l'époque. J'étais à Vénissieux le lendemain des émeutes. Et je fais partie aussi du suivi de ces groupes-là qui, pour l'instant, n'ont pas encore envie de venir dans des modes plus institutionnels. Pour moi, l'important de la vitalité démocratique, elle est là, nos corps intermédiaires, on doit les soigner, et c'est pas seulement la politique de la participation, c'est toutes les politiques, les Duc Pop, la Pôle Ville, comme on l'a vu, les politiques culturelles, etc. C'est tout ça qui fait la vitalité démocratique. Et quand on sait dans d'autres pays dans le monde combien la culture du débat, la culture de l'association, la culture du collectif n'existe pas, ou combien c'est difficile, c'est là qu'on se rappelle de tout ce qu'on a encore, nous, et qu'il faut soigner dans l'ensemble de la société. Donc pour moi, la métropole, en tant qu'institution, doit mettre au pot de ça, sans savoir ce qu'elle aura en retour. La plateforme, par exemple, je participe, je la pousse pour que, et les bilans, et la DPDP sait combien c'est difficile de faire les bilans, c'est que dedans, on ait toutes les voix, que les gens se sentent reconnus dans ces témoignages qui sont abordés. S'il n'y a pas consensus, il n'y a pas consensus. Voilà, on ne le cherche pas absolument. Ça, je refuse. Et ça donne à voir, parce que tous ces éléments-là sont visibles, lisibles par tout le monde, et ça peut créer des monstres. C'est-à-dire que les gens s'en emparent de ce qu'on donne comme information, et ils en font leur propre vie ailleurs. Y compris peut-être monter des choses pour dire « Ah bah c'est pas bien ce que vous avez fait », etc., etc. Y compris ça. Mais ça doit vivre sa propre vie. C'est ça ma
ma mise de fond sur la vitalité démocratique avec le risque que ça demande. Et voilà, dans quelques solutions, réponses, c'est pas du tout complet ce que je dis, mais en tout cas, je défends ça et je remercie d'ailleurs l'institution de me suivre dans ce bazar-là. Merci bien. Donc Frédéric Renoir, politique de la ville à la métropole. D'abord une anecdote avant ma question. Dans le cadre du contrat de ville, la métropole a fait un grand travail de co-construction, mobilisation. Et donc j'étais à un atelier dans une des communes d'Aglo, il y avait pas mal d'habitants. Et puis en bon technocrate, j'ai parlé des TLM, toujours les mêmes. Et bien il y a un habitant, une dame, qui m'a dit mais vous dites qu'on est toujours les mêmes, mais les élus aussi c'est toujours les mêmes. Donc je pense qu'il faut des fois qu'on fasse attention avec les termes qu'on emploie. Donc ma question. Enfin j'en ai un peu deux, sur une solution. Dans un des derniers articles de la Gazette des communes, il y a toute une page sur des expériences, des solutions portées par des collectivités locales. Dans le cadre de le titre de l'article, c'est la participation citoyenne à un prix. C'est le fait de rémunérer, à l'instar des jurés, des citoyens pour leur expertise et autres. Donc ma question c'est un peu, qu'est-ce que vous pensez de ce type de solution? Et puis enfin, il y a un terme que vous n'avez pas utilisé, il est dans votre livre. Et je trouve cette idée, c'est la question de la présentocratie. Je trouve que c'est important comme terme à prendre en compte dans la participation, parce que c'est un piège déjà, parce qu'on est face à des gens qui veulent des résultats tout de suite, et les politiques publiques, c'est long. Donc j'aurais voulu savoir, là vous ne l'avez pas utilisé, si vous pouviez juste le développer. Merci. On continue sur la prise de quelques questions. Bonjour, Léo Malétroit, je suis chargé de mission auprès de la DG Solidarité de la Métropole. Déjà, merci pour cette discussion, merci à vous et à la salle, parce que c'est vraiment très très intéressant. Ma question, c'était sur l'articulation avec la démocratie représentative. Le constat, je pense, de fond, en fait, qu'on formule pas forcément, mais enfin que vous formulez pas forcément, mais c'est celui qu'elle est insuffisante. Vous parlez des invisibles, sous-entendu, a priori des invisibles de la démocratie représentative, qui serait en crise, etc. Mais est-ce que pour autant, c'est pas aussi là qu'on a quand même pas mal de marge de manœuvre? C'est pas votre focus, mais est-ce que ça vaut pas le coup de le dire quand même? Et de fait, est-ce que vous avez un regard sur la vitalité des questions de démocratie participative dans des espaces démocratiques plus aboutis sur le plan représentatif? Je pense au Royaume-Uni, par exemple, enfin voilà, qui ont d'autres modalités de démocratie représentative qui peuvent être considérées comme plus abouties. Oui, merci pour ces échanges. Moi, je voulais parler des inaudibles malgré eux, parce qu'on parle d'une vision parfois collective, mais notre relation à la politique publique, elle peut être individuelle. Vous avez parlé de deux sujets qu'on peut considérer comme graves et sérieux, les violences faites aux enfants et les violences faites aux femmes. Vous êtes d'ailleurs revenu à plusieurs reprises. Et moi, il me semble qu'il y a un point de vigilance très important, et je peux témoigner sur ce point de vigilance si ça intéresse quelqu'un dans cette maison. C'est qu'en fait, les citoyens, à un moment donné, entendent que sur certaines politiques publiques, les choses bougent, évoluent, et que leurs problèmes vont être pris en compte, mais je parle de problèmes sérieux, graves, d'urgence. Parce que là, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est des sujets qui peuvent peut-être un tout petit peu attendre. Quand on parle de violences faites aux femmes et violences faites aux enfants, l'urgence, elle est consubstantielle du sujet. Vous avez dit quelque chose qui m'a paru vraiment tellement important. Vous avez fait la différence entre faire parler, qui n'oblige pas à écouter, donc qui n'oblige pas à l'action, et écouter, ça oblige. Donc là, il me semble qu'il y a un malentendu à lever pour les citoyens et citoyennes que nous sommes, quand nous sortons de notre statut d'inaudible et que nous prenons la parole et que nous interrogeons l'institution. L'institution qui a dans ses compétences le sujet sur lequel on lui parle. Donc qui, normalement, si je vous ai bien compris, est obligée de donner une réponse qui ne peut pas attendre. Parce que parfois, il est question de sujets qui sont vitaux. On entend que ce sujet était aussi un grand sujet du mandat, etc.
En tant que citoyens, tout ça vient nous choquer, nous percuter, parce qu'à un moment donné, c'est la démocratie, c'est le pacte républicain qui fait une promesse, et la réponse, elle n'est pas là. Donc la promesse, elle n'a pas de réponse. Et sur ces sujets-là, on ne peut pas attendre et on ne peut pas différer au lendemain, au mois d'après, etc. J'alerte sur le sujet, il a été question de collectif. Pour ceux que ça intéresserait, un collectif de notre territoire a bougé sur un sujet majeur qui était passé complètement à la trappe, sur le sujet des violences économiques faites aux femmes, qui a mis un certain nombre de femmes dans une tragédie totale, dans un état de précarité incroyable. La presse vient de travailler sur ce sujet, il y a un processus législatif qui est en cours. Mais aujourd'hui, l'absence de réponse, elle n'est plus possible. Vous avez parlé de colère tout à l'heure. À un moment donné, quand on perd confiance dans la République, quand on perd confiance dans la démocratie, parce que la promesse qu'elle a faite n'est pas au rendez-vous et qu'elle a communiqué sur cette promesse, la colère que ça génère, elle est inextinguible et elle n'a pas de limite. Merci. Céline Merlin, CCAS de Sainte-Foy-les-Lyons. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, puisque moi, ma question, c'est de savoir si les citoyens ne finiraient pas par se taire, parce que nous, en tant que service social de proximité, sur énormément de demandes qu'ils nous déposent, on ne peut que leur dire qu'on ne peut rien faire pour eux. Logement social, 80 000 demandes, 11 700 attributions par an. Médecins traitants, plus de médecins traitants. École, si vous êtes victime de violences à l'école, on ne vous propose que de vous changer d'établissement. Donc au final, c'est pas étonnant que les personnes finissent par se taire et qu'elles intègrent une grande rage, en effet. Merci beaucoup pour vos deux groupes de questions qui permettent de bien compléter les manques de mon propos de départ qu'il aurait été dommage de ne pas aborder, quoi. Les deux dernières parce que elles montrent bien que la question démocratique est aussi une question de contenu d'action publique et de moyens d'action publique. Et que effectivement, à la fois ce silence, il est le fruit d'une forme d'inaction, de réponse insuffisante, et que cette surdité aussi, elle en est le symétrique. On se bouche les oreilles parce que de toute façon, en fait, on aurait beau écouter, on ne serait pas en capacité d'y répondre. Donc là, après ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait face à ce constat-là. On fait déjà ce que vous êtes en train de faire, à savoir relier ces deux sujets là où on a tendance à les prendre trop souvent de manière déconnectée, comme s'il y avait d'un côté la bonne santé démocratique et de l'autre la capacité, comme moi je reprendrais le terme redistributif de l'action publique, mais de dire effectivement comment on répond aux priorités, aux besoins les plus prioritaires, qui sont importants à rappeler. Qui invite aussi à une forme d'humilité dans la réponse de l'action publique. Et c'est aussi quelque chose qu'on avait travaillé sur la prise en compte des sentiments d'injustice, quoi. Là aussi, la tentation, elle peut vite de dire vous avez raison, c'est injuste, et d'ailleurs, regardez, on va résoudre le problème. En fait, si c'était si simple que ça de résoudre le problème, il aurait sans doute déjà été résolu. Donc c'est aussi se mettre au clair sur quelle est la capacité d'action de l'institution face aux problèmes qui remontent, quelle est la responsabilité qu'elle est prête à prendre, et comment la promesse qu'elle fait est à l'image de cette responsabilité-là. Ça me fait un peu penser aux réactions de proches ou d'amis face à quelqu'un qui traverse une période difficile, et en disant ah ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, puis dès qu'on répond, en fait, on se rend compte que la personne qui avait formulé ça était pas prête à faire quoi que ce soit.
Dans ces cas-là, si on n'est pas prêt à faire quoi que ce soit, il vaut mieux éviter cette formulation-là de soutien. Et du coup, il y aurait un peu la même logique sur l'action publique. Et donc, c'est comment cette nécessité d'humilité, elle est à la fois pleinement politique. Ça me fait penser à ce magnifique film Alice et le maire qui se passe à Lyon d'ailleurs, et que je ne peux que vous conseiller autour de cette question de l'humilité de l'action publique. Mais elle est plus large, elle est aussi de la responsabilité des administrations, des médias, des corps intermédiaires, etc. sur que peut-on attendre de cette action publique. Il y avait un deuxième paquet de questions que je mets en lien sur présentocratie et démocratie représentative, parce que ça fait bien le lien sur un livre qui est en réalité plus un livre sur la démocratie représentative que participative. Donc votre question, c'est pleinement notre sujet. Et c'est pleinement notre sujet parce que justement, nous, on est convaincus qu'on a plus besoin que jamais d'une démocratie représentative. Parce que le risque, sinon, c'est donc ce concept de présentocratie qu'on propose dans l'ouvrage, qui est de dire on donne le pouvoir au présent. Ceux qui viennent décident, et puis ceux qui n'avaient pas pu venir, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à être là, quoi. Et cette présentocratie, elle nous semble antidémocratique par rapport à la promesse d'égalité démocratique que je posais au départ sur chaque voix compte à part égale, même si elle reste silencieuse. Et pour nous, la force de ce que devrait être une démocratie représentative qui fonctionne, c'est justement sa capacité à prendre en compte les absents, à se préoccuper des absents, de dire en fait qu'auraient dit ceux qui auraient dû être sur ces chaises vides, quels sont leurs intérêts sur la question qu'on est en train de parler, et comment nous, présents, on s'y rend attentifs. Et c'est là où on pense qu'il y a effectivement plus de marge de manœuvre de transformation du côté de la démocratie représentative, et qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Il y a beaucoup à faire autour de l'abstention, parce que en fait, c'est une forme de réplication en mode électoral de la présentocratie qu'on dénonce, quoi. Dans une élection, dans le format actuel, les abstentionnistes ont toujours tort et ne sont pas pris en compte, ce qui conduit notre démocratie représentative à faire comme si la moitié de la population n'existait pas dans la vie démocratique, et dans certaines communes, en fait, c'est pas la moitié, c'est 80%. Et donc, une des propositions qu'on fait dans le livre, je ne sais pas si j'aurai le temps de la développer ici, c'est de comment on redonne du poids politique à l'abstention en hybridant le mode de sélection de nos représentants politiques, en disant en fait la part de l'abstention détermine, le taux de participation aux élections détermine le nombre de sièges dans nos assemblées qui sont définis par l'élection, et que le nombre de sièges restants doivent être définis par tirage au sort dans les citoyens en correctif sociologique de l'Assemblée élue, pour que l'Assemblée dans son ensemble à la fois prenne en compte l'abstention et soit la plus représentative possible. Ce qui amène plein de débats qu'on peut engager, mais qui nous amènerait peut-être encore dans une autre direction. Mais au-delà même de cette réforme plus structurelle et difficile à engager, nous, on est convaincus qu'il y a plein de changements possibles dans le fonctionnement même de notre système représentatif actuel et son rapport à la fabrique de l'action publique. Comment, par exemple, on arrive à redonner plus de place au débat contradictoire dans nos assemblées politiques, pour qu'on sorte du simulacre d'affrontement entre une majorité et une opposition, mais qu'on soit bien dans ce travail représentatif de dire « Ah, mais en fait, moi, je suis là pour dire, est-ce qu'on n'a pas oublié tel ou tel point de vue sur le sujet, tel ou tel profil de citoyennes et de citoyens sur la question, et je suis là pour m'en faire le porte-parole. » Et
Parce que, en fait, représenter la société dans une société aussi inégalitaire que la nôtre, ça ne peut se faire que collectivement, et c'est toute la fonction de nos assemblées politiques qu'elles ont tant de mal à remplir aujourd'hui. Et on pourrait dire la même chose sur, à d'autres échelles, sur les bureaux exécutifs, comment on leur redonne aussi des espaces de collégialité. Autre chantier qu'on est en train d'amorcer, c'est la question des comités de pilotage. J'imagine que vous êtes tous familiers des différents copiles qui peuplent notre quotidien administratif et qui, pour nous, ont tendance à réduire les élus à une fonction de décideur qui les transforme bien souvent en super chefs de projet qui viennent un peu se substituer au rôle de l'administration et surtout passer à côté de leur fonction première qui est une fonction représentative. Et donc en permanence de questionner sur ce au nom de qui et au nom de quoi cette décision est prise, au nom de qui et de quoi considère-t-elle qu'elle correspond à l'intérêt général ou à l'intérêt du plus grand nombre. Et pour nous, c'est à ça que servent nos représentants dans la fabrique de l'action publique. Et que ce rôle-là, il nous semble largement sous-exploité dans le fonctionnement actuel de nos institutions. C'est vrai au niveau local, ça l'est tout autant au niveau national, on le voit bien en ce moment sur le rôle du Parlement. On peut peut-être prendre alors soit encore des questions, soit des réactions ou des éléments à partager. Voilà. Bonjour, c'est pas une question. Boussif Kelfoun, la participation citoyenne. Moi, c'est pas une question, c'était depuis la réflexion de tout à l'heure, j'avais juste envie de partager un peu mon opinion là, sur cette question de la capacité d'écouter d'institutions et je ramène souvent la participation comme une course de fond en fait. Je parle souvent de culture de la participation, etc. Et que pour moi, un des ingrédients, pour pas donner de recette ou de solution, c'est comment continuellement on est dans cette démarche, en tout cas d'écoute active. Enfin, pardon, je le dis comme ça un peu facile, mais vous le faites, je pense, tous les jours. Mais c'est vraiment la question de la continuité d'une démarche en continu. Assez souvent, l'institution, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est on vient demander l'avis mais on vient rarement écouter pour. Ne serait-ce que écouter. Et ça, des fois, on a un peu l'habitude de se dire, écouter, c'est un job. Mais des fois, écouter sans décider juste pour écouter, ça peut aussi servir. Et l'idée d'aller dans cette continuité un peu d'action, de se dire, on vient écouter sans spécialement décider derrière. Je pense que c'est ces petits éléments un peu de continuité, d'endurance qu'il faut avoir dans la participation citoyenne. C'est pas tout le temps au coup par coup qu'on va demander l'avis des habitants, etc. Mais c'est comment on est dans ce gagnant-gagnant. On le partage souvent quand on est sur nos projets. C'est OK, on a une demande à vous faire. D'abord, on va vous écouter sur qu'est-ce que vous pensez de notre demande. Et je pense que, et depuis un peu de temps où je pratique avec mes collègues et avec l'équipe, c'est vraiment la durée dans le temps. Hein. Moi, je le ramène vraiment à une course de fond où on se dit il faut tenir longtemps. Et puis, il faut donner cette habitude d'endurance on vient vous voir régulièrement, on prend le temps d'écouter, on prend le temps de venir vous questionner, etc. Et donc, sans que ça amène une solution, moi, je ramène souvent... quand je suis venu cet après-midi à la question, c'était vraiment avec cette idée de renforcer la capacité d'écoute, transformer les pratiques, c'est d'abord être présent en continu et pas simplement de temps en temps. Et je ne sais pas si vous partagez, vous qui êtes dans l'écoute active de tous les jours. Il y a une question tout au fond, je crois. Et moi, j'avais aussi une réaction, un rebond à l'intervention de Laurence tout à l'heure en disant comment on parle beaucoup d'accès aux droits et comment on intègre les droits démocratiques au même titre que les droits sociaux dans l'accès aux droits. Et parce que voilà, on a tendance là aussi à considérer que les droits démocratiques sont une préoccupation uniquement de ceux qui participent déjà à la démocratie, alors que c'est au contraire un enjeu pour ceux qui en sont sur les marges ou laissés en retrait, que ça soit le droit de vote avec toutes les problématiques de mal-inscription et
pourrait dire, on pourrait aussi voir l'abstention comme une forme de non-recours à ce droit démocratique de l'élection au suffrage universel direct, mais dans lequel il y a aussi toutes les autres formes de participation citoyenne au sens large qu'on évoquait tout à l'heure, que ça soit la liberté d'association comme enjeu clé d'organisation collective, le droit de manifestation, et parce qu'on s'aperçoit que les inégalités dans ces droits démocratiques sont tout aussi présentes, mais moins souvent mises en avant que les inégalités d'accès aux droits sociaux. Alors, c'est Loïc, je travaille en maison de la métropole à Lyon 7 et c'était plutôt une remarque que je me faisais. Est-ce que, au niveau d'une connaissance aussi des institutions, les usagers, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de savoir qui fait quoi, l'année dernière, j'ai participé aux rencontres métropolitaines qui étaient organisées par la métropole et c'est vrai que c'était une remarque que je m'étais fait, qu'il y a beaucoup d'habitants qui ne savent pas que la métropole fait ça. Enfin, c'était surtout aussi, est-ce que du coup les personnes savent aussi où s'adresser et il n'y a pas peut-être un manque de connaissance des institutions, qu'elles soient publiques ou privées? Je suis partagé pour vous répondre parce que à la fois oui, il y a évidemment un manque de connaissances, mais en même temps la situation est tellement complexe et ne pourrait pas être tellement plus simple. On a bien vu comment la moindre tentative de simplification vient in fine plutôt complexifier les choses. Donc il y a méconnaissance, mais qui est partagée assez globalement. La question c'est à partir de quand ça pose un problème démocratique. Et en fait, moi j'aurais plutôt l'impression, le sentiment qu'il faut prendre le truc dans le sens inverse. C'est quelle est notre capacité du côté de l'institution à renvoyer chaque personne, à l'aider à trouver le bon interlocuteur dont elle a besoin pour que chacun prenne ses responsabilités, quoi. Sinon ça fait un peu comme avec la question climatique où on se dit en fait tant qu'on n'a pas appris par cœur le rapport du GIEC, on peut pas agir sur le climat. Non, en fait oui, c'est sûr qu'il y a méconnaissance, mais c'est pas les méconnaissances qui provoquent l'inaction ou qui provoquent l'action. Ça peut se faire par d'autres leviers, quoi. Juste, et après je pense qu'on va clôturer. Peut-être pour essayer de répondre. Alors moi j'y vais carrément plus franchement. Je pense que nos institutions, elles sont effectivement très compliquées. Elles sont beaucoup trop compliquées à comprendre pour la plupart des gens. Même des élus locaux ne savent pas le millefeuille, comment il fonctionne. Mais ça, si on devait le remettre en cause, ça fait partie... moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faudrait qu'on change de république, qu'il faudrait qu'on retravaille collectivement, finalement, l'organisation sociale. Ce qui est sûr, c'est qu'un des points qui rend les choses difficiles pour moi, et là c'est un propos plus politique, évidemment, c'est qu'on a des institutions qui sont... sans qu'on s'en rende compte, faites pour diviser un peu, beaucoup trop technique, ce qui fait que très naturellement, les élus sont des gens qui sont en capacité de comprendre cette technicité. Où c'est le serpent qui se mord la queue là-dessus. Et donc la représentation, du coup, est très difficile. Pour moi, la vitalité démocratique, effectivement, c'est de pouvoir quand même défendre ces périphéries qui permettent de faire ces évolutions-là. Et de leur donner une voix d'une manière ou d'une autre, ou qu'elles puissent, si elles en ont envie, s'en emparer. Et aussi faire se rendre compte que collectivement, on a besoin de s'éloigner de ça, et en particulier, on a un travers dans la société qui très individualise les choses. Peut-être il faut qu'on fasse attention, que ça soit, et en particulier dans le travail social ou auprès des gens les plus en difficulté, de qu'est-ce qui porte sur leurs épaules, de ce qui est de leur ressort, de comment ils doivent évoluer eux, et de ce qui est du ressort de la société, des effets de domination, des choses qu'on n'arrive pas à changer. Si on n'a pas suffisamment de logement social et quand quelqu'un vient en disant « j'ai besoin d'un logement social », c'est évidemment un truc extrêmement urgent, ou quand on dit que la justice ou que même les institutions ne prennent pas en compte l'urgence de la violence faite aux femmes, c'est un problème qui est aussi social, qui est aussi d'une part de la lutte politique au sens premier qu'on doit tous avoir.
La difficulté, c'est qu'on met en face les administrations et les personnes qui ont besoin dans des impossibilités et surtout dans des individualités. Moi, j'essaye qu'on retrouve cette capacité collective à trouver des solutions. Je ne prétends pas toutes les avoir. Évidemment que les mouvements politiques ont parfois des réponses, mais aujourd'hui, ils doivent eux aussi être bousculés. Donc c'est de tout ça dont on parle. Après, voilà, il nous faudra encore des heures, et là, je vais m'arrêter. Voilà, donc un grand merci. On sent qu'on aura envie de poursuivre la discussion et le dialogue voilà, entre l'Assemblée et vous, mais on va poursuivre sous une autre forme. Peut-être pour les uns et les autres, alors la possibilité bien sûr de vous hydrater, petit café, petite boisson. Et puis on poursuit l'après-midi dans le format des causeries, où l'idée c'était d'être en plus petit comité pour pouvoir échanger à la fois sur tout ce qui s'expérimente en termes de nouvelles pratiques, voilà, dans la manière de faire participer, d'intervenir, d'accueillir, voilà. Et donc on a une série de causeries qui vont prendre place, à la fois plusieurs d'entre elles au salon Lupradel, et puis deux autres qui sont dans deux salles attenantes parce qu'on aura besoin de projeter. Donc je vais juste vous les lister pour que vous les ayez en tête, pour ceux qui s'étaient inscrits spécifiquement à telle ou telle causerie. On a dû faire des derniers ajustements hier, donc c'est tout frais, voilà. Donc si vous avez plus la causerie, voilà, où vous étiez inscrit, c'est pas grave. Vous allez voir, il y a des référents métropole qui vont avoir un petit listing et on va vous orienter sans difficulté. Voilà, vous dire qu'on va avoir 2 cycles sur ces causeries, donc on va essayer de tenir à chaque fois 3 quarts d'heure avec un petit temps de mouvement. Et à l'issue de ces 2 cycles de causerie, on aura le plaisir du coup d'accueillir et d'inaugurer ensemble l'exposition de Camille Pouille sur le métier d'auxiliaire de vie. Donc, je vous donne juste les causeries pour que vous puissiez vous situer. Et ensuite, je vous invite à aller prendre voilà, une petite boisson et puis à vous diriger vers les 2 autres salles si vous êtes sur un autre espace. Et sinon, à rester dans le salon Lupradel. On ne va pas tout de suite renverser les tables, mais en tout cas bouger les chaises. Voilà. Donc, je vous les redonne rapidement. Donc, soutenir l'innovation de terrain avec l'incubateur du Lab d'Erasme, ça sera en salle G. Donc, c'est un peu plus loin, au même niveau, mais voilà. Et donc, c'est Mathieu Weiss qui pourra vous guider. Hein, et on a une autre causerie qui se fait en salle E. Revisiter les approches collectives avec les personnes isolées en grande précarité. Donc là, c'est en lien avec toutes les expériences qui sont menées avec les maisons de la métropole. Et la référente est Charlotte Giraud. Donc voilà, vous voyez tous ceux qui ont des petits papiers comme ça et on vous guide. Hein, voilà. Pour toutes les autres personnes, on vous propose de rester dans les causeries qui seront toutes au salon Louis Pradel. Et on va juste les organiser dans l'espace. Donc on a à la fois la causerie sur la communication inclusive, comment lever les entraves à l'accès aux droits, la causerie sur la participation des personnes concernées autour du travail pair à l'épreuve du travail social, et le croisement des savoirs avec l'expérience du collectif Soif, ainsi que l'approche par les forces et l'expérience de Zone Livre. Voilà. Et puis dernière causerie, toujours dans le salon Louis Pradel, c'est la case en plus, comment co-construire, enfin la co-construction d'un projet novateur. On va organiser dans les espaces, et puis si vous hésitez, vous venez nous voir, hein, et on vous guide. Merci à tous, et un grand merci à Nicolas Rio. C'était passionnant, donc on compte bien poursuivre sous différentes formes. Voilà.